Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Aucune charge n'a été retenue contre les 7 étrangers, dont 5 Américains, arrêtés en Haïti pour détention illégale d'armes. Selon le Miami Herald, ils ont été tout simplement débriefés à leur arrivée aux États-Unis. Les sénateurs Ronald Larèche et Yuri Latortue qualifient de véritable gifle pour le peuple haïtien le transfert des 7 suspects arrêtés pour détention illégale d'armes à feu. L'opposition politique n'entend plus notifier le parcours de ces manifestations aux autorités policières. L'annonce en a été faite par le leader de l'orientation démocratique pour Haïti, ODEP Haïti, Assad Volsi. Des événements presque rocambolesques se sont déroulés en Haïti depuis 48 heures avec, on le sait, l'arrestation d'un groupe d'étrangers lourdement armés qui ont été amenés à la police et on a appris hier soir que ces messieurs non seulement avaient été libérés, mais qu'ils ont pris tranquillement l'avion comme de simples touristes pour rentrer aux États-Unis. Dernière nouvelle en date, le Miami Herald vient de sortir un article informant que le département de justice des États-Unis a décidé qu'il n'y aurait aucune poursuite contre ces individus. Alors, Maître Laurent, on ne connaissait pas même qui cabaye toute réponse, mais d'un point de vue purement juridique, qui j'ont qu'à expliquer ça qui passé là. D'abord, cette arrestation des hommes lourdement armés qui se laissent arrêter par une simple patrouille de la PNH. Et ils ont mené la police, ils ont menotté, même s'ils n'ont pas quitté la presse à le filmer. Ce jour-là, les messieurs qui voulaient le filmer, et le commissariat a mis dehors. Le commissaire du gouvernement a fait une série de déclarations que tout était sous contrôle et que ces messieurs allaient être inculpés, etc. Et puis, voilà que on apprend que messieurs prennent avion tranquillement, American Airlines, quand n'importe qui touriste qui te vient passer une semaine de vacances en Haïti, est arrivé aux États-Unis et qu'on est là, il dit qu'aucune poursuite ne sera intentée contre ces messieurs. Alors, qui analyse de situation, Maître Laurent, et d'un point de vue juridique, qu'est-ce qui peut expliquer cette procédure? Bon, alors, nous sommes capables de dire, si nous avons une question sur le plan du droit, et il y a 8 individus qui étaient interpellés par la police dimanche et qui ont joué une arme dans la machine. Donc, ça, c'est des suspects qui sont interpellés. Et au beau, techniquement, tu as gagné une détention d'armes illégales. Oui. La police... Maître Roland, oui. Maître Laurent, est-ce que ça peut être considéré comme un flagrant délit? Oui, flagrant délit, puisque ils jouent avec des armes de machine et que les armes, c'est des armes illégales. Et même si c'est des armes, ce n'est pas des armes que tu as autorisé moun porter. Ce sont des armes de guerre. C'est un flagrant délit. Et voilà. la police décidé d'interpeller eux. Et le commissaire gouvernement voyait des CPJ, puisque c'était dimanche. S'il était un lundi, il était appliqué la loi sur la flagrance, il était mené directement dans le tribunal correctionnel si le commissaire gouvernement a qualifié comme un délit, ou bien s'il a qualifié comme c'est 8 personnes, il a qualifié association de malfaiteurs plus détention d'armes illégales, il a voyé au cabinet d'instruction. Donc, si c'est son traitement, s'il a décidé de poursuivre, ou bien tout a décidé la guerre, puisque c'est lui maître de l'action publique. Mais il a décidé, dans le délai 48 heures que l'OPJ a gagné, l'OPJ c'est officier de police judiciaire, il y a des CPJ, pour le CPJ, tu as fait une première enquête, et dans le délai de 48 heures, théoriquement, pour l'État, si tu as poursuivi, on va transférer au parquet, et que le parquet a fait ce que le doit. Ce que le doit, nous dit le parquet a fait, c'est accepté. Poursuivre, soit le voyer dans le tribunal correctionnel, c'est l'estime, mais c'est pour détention d'armes illégales seulement la poursuivre, ou bien le voyer dans le cabinet d'instruction, c'est poursuivre, c'est estimé qu'il y a bien un crime. Mais maintenant, par la suite, nous entendons que monsieur est allé aux États-Unis. Il faut dire rapidement, il n'y a pas qu'à une extradition. Pour qui ça? Parce que crime ou bien délit, il a reproché monsieur
pas commettre sur le territoire américain, auquel cas gagné une action judiciaire qui enclenché côté aux États-Unis et que moun ça se trouve en Haïti, notamment Haïti voyer loi. Donc nous avons dit tout simplement son situation de fait c'est un transfert, ils ont décidé de transférer monsieur yo aux États-Unis, mais sur le plan du droit strict, pas de extradition. Et deuxièmement, pas de loi qui t'a autorisé que un monde font crime ou monde commettre une infraction sur le sol national et pour transférer dans l'autre pays pour la juger. Dans le seul cas, nous avons dit ça en Haïti parce que gagné un accord bilatéral qui signé entre l'État haïtien et les États-Unis, c'est l'accord concernant la coopération en vue de mettre fin au trafic illicite par mer de la douane. Et l'article 16 accord ça qui parle de compétences juridictionnelles, dans tous les cas qui surviennent, je donne lecture, dans les eaux haïtiennes ou qui concernent des navires sous pavillon haïtien se trouvant au large de la mer territoriale de n'importe quel pays, le gouvernement de la République d'Haïti a le droit fondamental d'exercer sa juridiction sur un navire immobilisé, la cargaison et les personnes à bord, y compris la saisie, la confiscation, l'arrestation et les poursuites. Cependant, le gouvernement de la République d'Haïti peut, dans le respect de sa constitution et de sa législation, renoncer à ce droit fondamental et autoriser à appliquer la législation des États-Unis à l'encontre du navire, de la cargaison et des personnes à bord. Et dans le cas ça, il n'y a pas lieu pour appliquer accord ça parce que ce n'est pas des gens qui ont arrêté à bord d'un navire sur les eaux territoriales haïtiennes avec drogue là-dedans. Dans ce cas-ci, cette situation, c'est un vide juridique côté une infraction qui a semblé commettre sur le territoire national et sans accord préalable et sans procédure d'extradition, nous avons décidé de transférer Mounsayo dans le pays côté où sorti. Maintenant, très bien, Maître Laurent, mais d'après vous, encore une fois, d'un point de vue strictement légal, qui est-ce qui a autorité à partir du moment où quelqu'un a été arrêté sur le territoire national et pris en flagrant délit, comme on l'a dit, possession d'armes, circuler dans des voitures sans plaque, tout ça, ce sont des faits qui constituent des délits. Qui a l'autorité pour décider de libérer ou de transférer les individus en question? Théoriquement, depuis une infraction commettre sur le sol, commissaire gouvernement lieu infraction commettre là suivant l'article 15 du code d'instruction criminelle, c'est lui qui a autorité pour décider est-ce que la poursuivre ou bien pas poursuivre. Donc, ça veut dire qui ça? La police qui met des gens en flagrant délit, il est supposé commettre une infraction. Commissaire du gouvernement qui met l'action publique là, t'as décidé la guerre, il a dit qu'il pas poursuivre, ou bien c'est lui qui a décidé poursuivre. Il a dit acte ça commettre là, son délit, un délit c'est une infraction qui pi bas qu'un crime, il a décidé de voyer moun correctionnel pour y aller juger. Ou bien il a dit ça comme moi zam illégal il y a 8 moun, t'as une association de malfaiteurs, il a décidé de voyer moun yo cabinet d'instruction. Donc, il a enclenché la poursuite. Donc, c'est capable dans le cadre d'autorité de poursuite, c'est seul commissaire gouvernement qui est capable de décider s'il a poursuivi ou bien s'il ne pas poursuivre. Il faut dire très bien. Le commissaire gouvernement a décidé de ne pas poursuivre, même si la police est capable d'interpeller Mounsayo en cas de flagrant délit. Et puis, le commissaire gouvernement doit estimer par quelle matière à poursuite, il a demandé aux policiers de libérer Mounio, ou bien il a demandé de voyer le bali comme c'est le chef. Dans le cadre de la poursuite judiciaire, des officiers de police judiciaire, c'est le commissaire du gouvernement qui chef poursuite là, qui chef de la police judiciaire, il a dit voyez le bali dans le bureau, puis il fait il a gagné. Donc, c'est le commissaire gouvernement, théoriquement, les infractions à commettre dans ce territoire-là et dans la zone sous juridiction commissaire gouvernement capable de mettre l'action publique en mouvement s'il gagne, s'il est opportun pour que tu mette l'action publique en mouvement. C'est ça. Donc le rôle du commissaire, c'est d'enclencher le processus judiciaire. Bon.
OK, n'empêche que aujourd'hui, M. Olaguet est arrivé à Miami, la justice américaine ne va pas les poursuivre et ça nous laisse à nous aux bonnes questions qui, jusqu'à présent, pour qu'on joigne une réponse. Qui étaient ces hommes? Qui mission ils étaient venus faire en Haïti? Côté ils étaient joints Zamio? Qui est-ce qui décidait et libérer eux? Nous avons contacté le commissaire du gouvernement pour poser la question ça à eux, et sa réponse a été « no comment ». Nous ne faisons pas de commentaires. Donc, on attend toujours, même de l'ambassade américaine. L'ambassade américaine essaie de dire nous d'abord qui le monde ça a été arrivé en Haïti et peut-être qui ça a été vite fait. Il y a eu des... Bon, alors il est très bon pour une étude du droit, c'est sous qui critères, sous qui base, ils ont décidé, alors, gouvernement haïtien, l'État haïtien, décidé avec l'État américain pour transférer aux États-Unis. Il est bon pour l'étude du droit, pour l'avancement du droit, pour nous connaître, et sur qui base légale que vous faites ça. Voilà. Mais commissaire gouvernement, c'est normal, il n'est pas cadien, puisque Mounio passe sous juridiction encore. C'est ça. Parce que même s'il t'a voulu poursuivre Kounia, tu as une situation à ce moment-là pour t'a demander extradition. Mais il t'a venu au non-sens puisque il était sur le territoire, il était l'emmenou, il n'a pas de décider la guerre. Il faut dire honnêtement que la police, le DCPJ, pas de convoyer le tourner bali avec rapport pour qu'on décide est-ce que la poursuivre ou pas. Mais la situation liée là tout lui-même, il n'a pas qu'à commenter puisque Mounio, si ce n'est pas lui clagué, donc il n'y a pas sous compte encore, puisqu'il n'y a pas sur le territoire haïtien. Merci de cet éclairage et Maître Laurent, c'est un point important et aux bonnes explications légales qui est tout à fait valable. Bon, eh bien, Maître Laurent, nous pourrons camper sous ça, oui, là, parce que nous manquons d'éléments concrets et pour comprendre ce qui s'est passé et Kouniela n'a privé ce week-end-là. Donc, n'attendons Bounoué. Eh bien, pour essayer d'avoir des explications. Nous avons souhaité qu'on ait et qui base légale qui gagne, qui fait ça fait. Exactement. Très bonne question. Eh bien, merci infiniment, Maître Laurent. Merci de ce que vous avez accordé nous au petit moment pour parler de questions ça qui dans bouche tout le monde, c'est au point que tout le monde a commenté jeudi en Haïti. Merci, bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée. C'est une décision totalement illégale, une véritable gifle au peuple haïtien. Telles sont les réactions de plusieurs sénateurs, environ 24 heures après le transfert vers les États-Unis des étrangers arrêtés en possession d'armes de guerre dimanche dernier. Suite à cet acte, le ministre de la Justice et le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince devraient tirer leur révérence, pensent Ronald Laroche et Yuri Latortue. Mais en attendant, ces parlementaires annoncent pour lundi prochain la convocation du Conseil supérieur de la police nationale au Grand Corps. Qui a autorisé le déplacement de ces étrangers? Sur quelle base légale ces individus ont pu être transférés aux États-Unis? Des questions auxquelles les membres du CSPN auront à répondre. Nous voyons comment, en complicité avec les hommes du pouvoir, comment ils ont libéré M. Sao, ils ont mis en avion commercial, ils ont passé dans le salon diplomatique et autres, et jusqu'à ce qu'ils arrivent aux États-Unis, et les États-Unis font ça pour le faire. Je pense que ça sont gifs. Et je pense que si le commissaire gouvernement a une personnalité, il a supposé démissionner. Et le ministre de Justice là-même, il a supposé démissionner. Et pas seulement lui-même qui a supposé démissionner. Parce que je dis là, il faut que le commissaire gouvernement lui-même qui a vanté tête, qui a une conférence. Et je dis effectivement, le commissaire gouvernement n'a pas un visage puis paraître devant personne. Parce qu'un jeune garçon comme ça, un cadre comme ça, pays a besoin, de quitter politique détruit, côté que les chita n'a pas qu'à l'abtendre mercenaires. Et puis, pendant l'abtendre, c'est en deltande, monsieur prend avion, il a parlé vers les États-Unis d'Amérique par l'intermédiaire du ministre de Justice, parce qu'il n'y a pas qu'à quitter le pays sans que le ministre de Justice n'a pas barré ordre. Et le directeur général de la police, il n'est pas capable de libérer sans le ordre. Parce que je dis à la son gif encore pour le peuple haïtien, et son soufflet pour tout le système judiciaire là, son soufflet pour le Parlement, et quel que soit mon cap dit que qui est venu pour te casser la banque, qui était venu pour te assassiner des personnalités politiques,
quel que soit ça ou te vin faire, en aucun cas, yo pas supposé libérer yo, gens que yo libérer yo là. Premièrement, gagnons infraction qui commettent sur territoire. Infraction qui commettent et son juge haïtien qui doit tendre. Infraction ça qui commettent là, même le on pays t'a voulu demander extradition, le ça son juge qui pour bail autorisation. Ça nous avons remarqué, c'est le ministre de Justice qui baille autorisation pour mercenaires partis. Deuxièmement, dans la question extradition, loi 1912 a prévoit pour le fait. On traité avec les États-Unis sous question de stupéfiants, mais pas dans la question d'armes, pas dans la question d'infractions qui commettent sur le territoire. Et c'est peut-être ça nous dit que premier bagage qui posait, nous avons un ministre de justice qui transforme tête en juge. Il transforme tête en juge, il quitte le rôle pâle, jouer un rôle dans le pouvoir judiciaire. Ceci est extrêmement grave. Ni premier ministre, ni président dit que il n'est pas au courant de ça. Et c'est peut-être ça, question ça qui posée actuellement, nous pensons que l'autorité vient pour venir expliquer ça qui passe. Puisque je dis comment se fait que moun yo allé, que moun qui t'a demandé pour libérer yo, arrive à jouer en libération quand même. Tout autant de questions que nous pensons que lundi, dans CSPN, que le Premier ministre a dû répondre. Pendant ce temps, nous-mêmes, nous croyons que... En convocation ou invité? En convocation. L'ancien candidat à la présidence, Garaudy Laguerre, juge désastreuse la crise née de l'interpellation dimanche des 7 étrangers armés près de la BRH et de leur libération mercredi. Si, selon lui, elle donne un triste exemple du comportement des responsables au pouvoir, elle démontre aussi l'inexistence d'un État dans le pays. L'État haïtien, j'ai la fonctionné aujourd'hui avec mon qui l'en tête, il n'est pas un vrai l'État. Okay? Le fait que monsieur est parti déjà montrait que, comme l'État, nous faillit quelque part. Pour qui ça? Quelle que soit la raison pour laquelle il est venu, il y a des infractions à commettre, machines sans plaque, armes illégales, armes trafiquées, etc., etc., côté que il a quitté aller. Le que le Premier ministre, sous CNN, déclarait que monsieur est venu pour assassiner. Voilà que même Premier ministre qui chef CSPN, même Premier ministre qui c'est tuteur ministre de la Justice, okay, qui lui-même sous tête paquet, okay, voilà que il était venu assassiner et puis 48 heures de temps plus tard, il fin dit ça et que mon yo allé. Donc si Premier ministre là, qui est responsable de l'État, qui gagne 13 millions de monde sous compte lui, il n'est pas capable de protéger tête lui, allez voir pour la population qui ose aboie. C'est-à-dire que gon malaise sécuritaire national dans le pays en journée aujourd'hui. Et c'est ça qui fait ça qui arrive. Tout le monde essaie de tirer de la bon côté. Le président dit c'est lui-même qui est venu assassiner. OK? Premier ministre dit c'est lui-même qui est venu assassiner. Même moun l'opposition, monsieur l'opposition autour, il dit que c'est eux-mêmes que ils été voulu assassiner. Il y a des gens qui parlent de question d'extradition. Premièrement, ce n'est pas le cas. Un tribunal haïtien est capable de juger, et de fait, il y a de Kembe. D'accord? Pour juger, pour passer devant un juge. Jodi, nèg yo parti, nèg yo pas même passer devant un juge. Gagner une procédure, gonjan au niveau international, yo gérer dossier ça. En Haïti, c'est pas le cas. Nous gérer tant qu'on on côté, OK? Nous gérer tant qu'on on paye, OK, qui livré à lui-même, OK? Nous gérer tant qu'on on instance non étatique. Côté yo vinn yo prendre. Mais gon l'autre raison qui fait ne pas agir quoi l'État. Nous avons des gens dans tête de l'État qui compromis. L'opposition ne notifiera plus le parcours des manifestations aux autorités policières. Le leader de l'orientation démocratique pour Haïti, ODEP Haïti, Assad Volsi, l'a révélé lors d'une conférence de presse. En ce qui concerne le mouvement prévu vendredi, des groupes de manifestants viendront de différentes zones, selon le numéro 1 d'ODEP Haïti, qui ajoute que cette nouvelle opération est baptisée Clécou, deuxième phase. En ce qui concerne la destination des protestataires, ils iront là où le cortège ira, a ajouté le responsable. À partir de vendredi 22, tout militant dans la zone métropolitaine, nous avons un grand rendez-vous,
c'est sous béton. Dans le cadre d'opération que nous baptisons opération Clé-Coup, deuxième phase. Monsieur le premier Clé-Coup, blanc, toi des pour être nous, il retire mission par nous. Mais deuxième Clé-Coup, ça, nous allons garantir Jovenel Moïse, il ne peut pas sauver. Est-ce que nous d'accord sur ça? Oui. Et ça que nous dit. Nous disons clairement que ce soit dans la ville Port-au-Prince, avec le reste pays qui est déjà engagé dans la bataille là, nous avons dit grain du riz, pas régler rien pour nous. Nous prenons la rue pour la vie nous changer. Nous prenons la rue pour qu'il y ait l'hôpital dans le pays. Nous prenons la rue pour qu'il y ait l'école dans le pays. Nous prenons la rue pour qu'il y ait travail dans le pays. Nous prenons la rue pour qu'il y ait changement total capital. Nous prenons la rue pour que les jeunes aient l'espoir que ça va changer dans le pays. Voilà notre objectif. Et nous disons très clairement, demain, rendez-vous à Castel puis faire 9h du matin sous béton pour nous montrer blanc, green à peau, ça peut piquer. Merci. Lettre ouverte de Réginald Boulos. L'homme d'affaires appelle le chef de l'État et le Premier ministre à engager des pourparlers afin d'harmoniser leur rapport institutionnel qu'il juge conflictuel. Les présidents des deux chambres pourraient, selon lui, servir de médiateurs. Dans ce document, il propose, en cas d'impasse, la formation d'une commission présidentielle chargée d'initier des négociations politiques entre différents secteurs, commission qui serait constituée de tous les anciens chefs d'État d'Haïti et coordonnée par l'ex-présidente provisoire Herta Pascal Trouillot. Sa mission serait d'aboutir à une solution définitive à la crise dans l'intérêt supérieur de la nation. En cas de boycott de ces initiatives, Réginald Boulos demande que le Parlement déclenche la procédure de destitution du président Jovenel Moïse. La lettre ouverte à la nation de Réginald Boulos est datée du 20 février. En dépit d'une actualité tumultueuse et presque rocambolesque, les questions économiques restent quand même d'actualité. Pour faire le point sur la situation, surtout sur l'évolution de la gourde ces derniers jours, nous avons avec nous ce soir M. Kessner Farrell, PDG du groupe Croissance. Bonsoir. Merci pour l'invitation, toujours un plaisir d'être avec vous. Voilà. Bon, Kessner, commençons par le commencement. La gourde s'est légèrement appréciée depuis le début de la semaine. Je crois qu'aujourd'hui, on est aux environs de 80-82 gourdes, alors qu'on avait dépassé 84 et 85 gourdes la semaine dernière. Qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer ou justifier cette éclaircie? Il y a ce qu'on appelle des seuils psychologiques. 80-85 gourdes, donc on attend 90 gourdes. Donc au moment de la crise, on était exactement autour de 85 gouttes avant le 7 février. Exact. Donc on se retrouve maintenant dans la fourchette de 80 à 85 gouttes pour la simple et bonne raison, il y a deux forces en économie, l'offre et la demande. Donc la demande de devises a diminué en quelque sorte à cause des chocs subis parce que les supermarchés ont vendu beaucoup de produits, donc il y a eu des gourdes, mais il n'y avait pas de demande placée au niveau international pour le moment présent. Et comme l'international, la diaspora, à ces moments difficiles, nous aide considérablement, donc l'offre de devises a augmenté. Il y avait un mouvement spéculatif parce que le dollar, chaque jour, s'appréciait par rapport à la gourde. Donc, en ce sens, ce mouvement spéculatif devient différent. Parce que l'économie n'est pas une science exacte. Il y a la psychologie qui entre en considération. Donc, comment on considère tout ça? Lorsque vous allez avoir une demande continue, on spécule, mais la spéculation peut devenir également une situation inverse, en disant « Ah, j'avais acheté à 82, si ça passe à 80, je vais perdre. » Et les spéculateurs, ce ne sont pas seulement ceux que l'on pense, à savoir les grands acteurs. Quelqu'un qui recevait 100 $ américains dans le temps pouvait dépenser rapidement, changer 100 $ en gourde, parce que ça n'allait pas changer, c'était assez stable. Mais lorsque ce n'est pas stable, tout le monde tend à changer 10 $, 15 $, 20 $. Donc tous ces mouvements spéculatifs... En fonction des besoins journaliers. Donc voilà un changement, mais ça ne veut pas dire que ça va aller à 60 gouttes, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter. Ouais. Car il va y avoir un mouvement inverse lorsque on va placer des demandes avec toutes les gouttes qui sont dans les supermarchés ou encore dans les maisons des dealers d'automobiles qui ont besoin de passer des commandes. Donc il faudrait voir qu'est-ce qui va arriver. Est-ce que les mesures annoncées par le gouvernement seront soutenues par
un support international au niveau des réserves nettes de change? Est-ce qu'il va y avoir un changement également de comportement du déficit budgétaire? Donc voilà toutes les variables qu'on devrait attendre peut-être le mois de mars pour déterminer exactement quel sera le taux réel. À propos de change, il y a des rumeurs que nous n'avons pas encore pu vérifier, que certains bureaux de change commettent de véritables abus. C'est-à-dire que lorsque un transfert est fait des États-Unis, qu'il arrive en dollars, au moment où celui qui reçoit ce transfert se présente au bureau de change, on lui fait savoir que malheureusement, il n'y a pas de dollars disponibles, mais qu'on va lui donner l'équivalent en gourdes. Et là, ça se fait jusqu'à 70 gourdes pour $1. C'est-à-dire un profit énorme par rapport au taux, entre guillemets, officiel. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? La Banque centrale, qui normalement s'occupe de ce marché également, le marché local d'échange, qui doit passer une note, parce qu'on et également les banques commerciales, donc le régulateur devrait envoyer une note pour dire il faut respecter le taux de référence de la Banque centrale. Aussi simple que ça. C'est peut-être, et peut-être pénaliser même, parce que la Banque centrale a le moyen de le faire. Oui. Donc, il faut qu'on ouvre également un circuit d'échange entre la Banque centrale et les opérateurs, ainsi que les clients que nous sommes, pour nous protéger. Toujours dans l'actualité, Farrell, mauvais coup pour Haïti. Hier, nous avons eu un travel warning de niveau 4, c'est-à-dire le niveau le plus élevé, qui a été pris contre Haïti. Cela signifie concrètement qu'il est fortement déconseillé à qui que ce soit de venir en Haïti aujourd'hui. Les compagnies d'assurance ne veulent pas assurer les compagnies, enfin, etc. Il y a toute une série de choses. On imagine que cela va avoir des conséquences catastrophiques sur un secteur touristique qui est déjà plutôt branlant. Mais avant d'aller plus loin, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la part du secteur touristique sur l'économie haïtienne globale? Et quand je dis touristes, évidemment, c'est les touristes étrangers, c'est la diaspora, enfin toute personne qui vivant à l'étranger, qui vient en Haïti pour vacances ou pour affaires. Quelle est la part du tourisme? Contrairement à la République dominicaine, qui l'année dernière a pu attirer quelques 6 millions de touristes, et la petite Jamaïque à côté de nous, avec à peu près 3 millions de touristes, Haïti, nous sommes à moins de 1 million de touristes. Et c'est la diaspora qui domine ce secteur. Et c'est une très mauvaise période pour Haïti et une bonne période au niveau de la région, parce que vous savez que c'est l'hiver en Amérique du Nord. En ce moment, on devrait avoir surtout des Canadiens au niveau de la côte des Acadiens. Absolument. Et c'est le carnaval qui arrive. Les Haïtiens de la diaspora auraient peut-être pris un week-end pour venir ici. Donc je peux vous dire que c'est une situation assez difficile, parce que lorsqu'on parle de tourisme, on parle d'entrée de devises, on y revient. On parle également de l'agriculture, parce que lorsque les touristes viennent, ils vont manger en quelque sorte. Donc vous voyez le choc pris par le secteur touristique et le secteur agroalimentaire. Ça, c'est l'économie réelle. Mais on va voir également au niveau de l'économie financière, car plusieurs hôtels ont à payer une banque. Donc, ce n'est pas simplement le secteur réel qui est affecté, mais les banques aujourd'hui, un officier de crédit, je peux vous dire, se retrouvent dans une situation difficile. Parce que comment on va payer si on n'arrive pas à rentrer de l'argent? Donc, c'est toute l'économie qui subit ce choc. Oui, on entendait un des directeurs d'hôtel l'autre jour qui disait, vous vous rendez compte, je n'ai que 3 clients. 3 clients dans mon hôtel aujourd'hui. Et pas n'importe quel hôtel. C'est un hôtel fréquenté en général. Hein? Absolument. Donc ça veut dire les grands hôtels, les petits et les moyens hôtels. Et même au niveau local, sans parler de touristes internationaux. Sortir de Port-au-Prince pour aller à Jacmel, sortir de Port-au-Prince pour aller au Caille. Voilà, la province est bloquée. Hier, nous avions la ministre du Tourisme avec nous qui nous disait que le taux d'occupation moyen aujourd'hui se situe entre 1% et 7%. Le taux d'occupation des hôtels. Donc, lorsque le secteur touristique est affecté, le secteur agroalimentaire est affecté et le secteur financier. Bien sûr. Et donc, je peux vous dire que ces 10 jours que nous venons de subir, c'est comme, je pourrais dire, un petit tremblement de terre. Un tremblement de terre. Même un gros tremblement de terre. C'est un choc. Non, absolument, violent. Et dont les conséquences vont se faire sentir. Perte d'emploi. Bien sûr. Et lorsque les gens perdent d'emploi, difficile de consommer. Voilà. Et maintenant, qui va investir? Parce que vous parlez maintenant du produit intérieur brut, c'est la consommation, c'est les investissements. Le gouvernement, pendant les 10 derniers jours, n'a peut-être pas rentré beaucoup d'argent, sinon pas d'argent. Et puisqu'on parlait d'exportation, la sous-traitance est affectée. Donc le gouvernement avait prévu 2,8% de croissance économique en début d'exercice fiscal. Je peux vous garantir,
on n'aura pas 1,4% pendant le premier semestre. Donc mais c'est la attendez, moitié. c'est comme un match de football. L'exercice fiscal se divise en 2 parties. Le premier semestre, octobre-mars. Deuxième semestre, avril-septembre. Nous avons créé ce qu'on appelle man-made disaster, à savoir nous avons créé nos désastres avec l'instabilité politique. Mais la deuxième mi-temps peut être très difficile car c'est la saison cyclonique. Si ce pays devait subir 1 ou 2 cyclones, devait connaître 1 ou 2 cyclones pendant la période cyclonique, je peux vous garantir que nous aurons une contraction économique, ce qui sera inférieur à 0%. Et la situation peut s'aggraver parce que nous avons un taux d'inflation de près de 15%. Lorsqu'on combine l'inflation, de forte pression inflationniste, avec la stagnation, puisque les gens vont perdre leurs emplois, ça s'appelle la stagflation. Donc la situation peut vraiment se dégrader. 2019, c'est totalement oublié avec ce que nous venons de vivre pendant le premier semestre. J'ai l'impression qu'on avait déjà dit ça de 2018. Malheureusement, en Haïti, en fait, vous avez tout à fait raison. Parce que ça fait déjà 4 ans qu'on n'arrive pas à avoir 1,5% de croissance économique. Voilà. Et on a 1,5% de croissance démographique. Voilà. Donc c'est la pauvreté, c'est l'extrême pauvreté. Donc lorsque vous avez ce marasme, à savoir tension sociale, qui décourage les investissements, perte d'emploi, donc difficile à sortir d'un tel cycle. L'insécurité associée à l'incertitude. Et vous avez ajouté l'incertitude, parce qu'on ne sait pas, au moment où nous parlons, nous ne savons pas ce qui va se passer demain, Voilà. le mois prochain. Et demain, ce n'est pas par hasard, parce que, encore une fois, il y a des appels. Ça dérange. Bon, un dernier point très rapidement, Kessner Farrell. J'ai l'impression que le fameux budget loi de finances 2018-2019, il est passé aux oubliettes. Depuis qu'il a été renvoyé, retoqué par la Chambre des députés, on n'en entend plus parler. Voilà une bonne question. Parce que le budget, comme vous le savez, a été déposé le 29 juin dernier, retiré à cause des événements des 6 et 7 juillet, déposé au Parlement seulement au mois de décembre, remis au gouvernement parce que la note n'était pas bonne. Voilà, allez donc, revoir votre copie. On a tendance à oublier tout cela. Donc nous sommes au 5e mois de l'exercice fiscal sans un budget. Sans budget. Et je ne pense pas que ce soit aujourd'hui la priorité lorsqu'on a vu tout ce qui s'est passé cette semaine avec des acteurs, on surnomme des mercenaires. Donc le gouvernement était très occupé à autre chose. Oui. Donc est-ce qu'on va avoir un budget d'ici le mois de mars pour la deuxième mi-temps, comme je dis, à savoir le deuxième semestre? Donc 2019, comme j'ai dit, à oublier, il faudra penser maintenant au budget 2019-2020. Parce qu'il faut voir maintenant l'année 2020, quand l'année 2019 sera difficile de récupérer. On ne pourrait pas faire comme les ours et hiberner pendant 6 mois. Bon, on a fait peut-être pendant des années, hein, parce que lorsque vous avez une contraction économique, vous êtes hiberné. Comment sortir la tête de l'eau pour que nous ayons vraiment il n'y a rien de risible. Des signaux beaucoup plus clairs. Parce que sachez que la politique vient avant tout. Et c'est Colin Powell qui aime dire ça. Hey, le dollar ou la goutte, la monnaie, c'est lâche. Il faut voir beaucoup plus clair. Il faut savoir qu'est-ce qui va se passer pour qu'on puisse investir et même dépenser. Parce qu'il y a une école en économie qui s'appelle les attentes rationnelles. Et je reviens avec la psychologie. Aujourd'hui, nos attentes sont très mauvaises. Irrationnelles. Et on s'attend à des choses négatives. Donc lorsque vous avez peur, vous ne dépensez pas. Lorsque vous avez peur, vous n'investissez pas. Voilà l'aspect de contraction. Donc les dirigeants politiques devraient envoyer le meilleur message de deux côtés de la barrière, que ce soit au pouvoir ou encore de l'opposition. Bien sûr. Parce que c'est comme s'ils s'entendent pour dire, ok, d'accord, les coupables, ce sont nous. Or, qu'est-ce qu'on en fait? On en subit en quelque sorte. Et c'est dangereux pour l'économie haïtienne. Eh bien, Kessner Farrell, comme d'habitude, merci. Merci d'être passé nous voir ici à Métropole aujourd'hui. Ça se passe toujours un vendredi, j'ai l'impression. J'espère apporter une bien meilleure nouvelle la prochaine fois. La prochaine fois. Ça dépendra encore des dirigeants politiques. Voilà, absolument. Merci, Roro. Un grand plaisir. Bonne fin de journée, bon week-end. Espérons que ça se passera dans le calme. Et à très bientôt. Voilà, c'était Kessner Farrell, président PDG du groupe Croissance, qui faisait un petit tour de la question économique en Haïti aujourd'hui avec les événements que nous connaissons.
Les prix des produits de première nécessité ont une nouvelle fois subi une hausse considérable après l'opération Pays Loc qui a duré une dizaine de jours selon les citoyens de la zone métropolitaine. Interrogés par Métropole, les petits commerçants, les propriétaires de restaurants ont exprimé leurs préoccupations par rapport à cette situation, notamment en ce qui concerne l'augmentation du prix du riz, de la farine, du maïs, du pois, des fruits, entre autres. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis et Guitry Choisy. Un poids qu'on va te vendre $15, qu'on y a vendre 100 gouttes. Poids France, t'as qu'on vendre $15, vendre 100 gouttes. Poids rouge, la vendre 100 gouttes. Les prix des produits de première nécessité ne cessent d'augmenter. Si avant les 10 jours de congés forcés, ils avaient déjà subi une hausse, maintenant c'est pire selon les petits commerçants interrogés. C'est pas mis à 50 gouttes. Farine, $28. Maïs, $350, bien cher. Nous avons mangé, mais il y a encore plus cher. Bagay, vous dites, c'est une qui cher, une pas cher. Tout bagage cher. Poids, charbon, l'huile, etc. Tout cher. Oui, manger exagéré. Même les prix des fruits ont évolué à la hausse. Ces commerçants expliquent qu'elles sont obligées d'augmenter leurs prix pour pouvoir s'approvisionner en retour. Presque tous les restaurants souffrent selon cette propriétaire. Certains clients comprennent la réalité du pays et paient leur place à discuter, alors que d'autres en se montrent moins compréhensifs, affirme-t-elle. Parce que 25 m'était toujours vendu, moi obligé de vendre 30 kounye. Si mon n'a pas été 25 là, obligé de balir. Faire des bénéfices est devenu très difficile, révèle cette marchande de produits cosmétiques. Il devient nécessaire de revoir sa stratégie de vente selon elle, même si cela impose un manque à gagner. Les dit il trop cher, me font rabais. Tout bail monté, tout bail bien cher. Mon y a plein va l'acheter pas gain comme pour acheter. Parce que pas capable du client. Qu'il s'agisse du marché formel ou de l'informel, la situation n'est guère différente. Toutefois, les petits commerçants ne sont pas les seuls à déplorer cet état de fait apparemment. Ce jeune professionnel rencontré au marché confirme que les prix des produits ne cessent de grimper tandis que les salaires restent stables. Mon cher est extrêmement cher. Pendant que je dans le marché, il y a un monsieur qui passe derrière qui est l'inflation. Je regarde, on est mauvais, même regarder moi barrer aucun cop dans même encore. J'ai l'impression que l'inflation lui mange tout cop. Les bagages viennent extrêmement cher dans le pays. Nous pensons que nous ne pouvons pas vivre comme ça. Surtout les salaires ne pas ajustés. Et puis l'inflation lui-même l'a augmenté. Nous connaissons ça lui-même qui ça vient bas nous, il vient diminuer le pouvoir d'achat moun. Il faudrait que vous preniez des mesures qui sont capables d'aider moun et rétablir le pouvoir d'achat. Selon ces témoignages de petits commerçants, 500 gourdes ne suffisent plus pour faire des achats au marché actuellement. Les prix augmentent quotidiennement et les consommateurs les tiennent pour responsables. En attendant l'entrée en vigueur des mesures gouvernementales annoncées récemment, dans certaines zones de la capitale, on paie déjà 5 gourdes pour un sachet d'eau. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Tâchez quand même de passer un excellent week-end et à la prochaine, même heure, même chaîne.